Bonjour, venons au deuxième TD sur l'identification du cours MCIK. Et comme d'habitude, il y a deux exercices, comme pour l'autre, et comme pour l'autre, vous trouvez la corrigée très détaillée sur Moodle à l'écrit. Du coup, cette vidéo, si vous voulez, est redondante. Et si vous êtes à l'aise avec la corrigée écrite, normalement, il n'y a pas de souci. Alors, voyons le premier exercice. En fait, le but de ce TD-là, c'est d'apprendre à utiliser les commandes MATLAB pour l'identification des systèmes. L'autre TD, le but c'était d'apprendre la méthode de moindre carré spécifiquement appliquée à l'identification des systèmes. Là, on ne va pas écrire nous les méthodes, disons les algorithmes, mais plutôt on va s'appuyer sur ce qui est déjà codé dans MATLAB. Typiquement, l'identification se fait en deux étapes sur MATLAB. Il y a une première commande qu'on va apprendre qui s'appelle IDData, qui permet en fait de mettre ensemble les données entrées et sorties. Et ensuite, il y a toute une série de commandes d'identification qui ont des noms différents. Par exemple, on découvrira OE comme output error et aussi N4SID, qui est une méthode par sous-espace, qui s'appuie, qui travaille sur la sortie de la commande IDData. Alors, du coup, conseil avant de commencer, allez sur MATLAB, arrêtez la vidéo et regardez l'aide de IDData et aussi l'aide de, par exemple, OE comme output error. Je vous conseille de faire cela pour voir un peu c'est ce qu'ils font. Vous pouvez même cliquer sur la documentation et ce lien-là et regarder la page interactive de MATLAB pour les infos. Du coup, d'abord, si on a compris comment ça marche, ces deux commandes-là et les autres similaires, on a déjà tout compris en fait. L'autre chose qu'on va découvrir pendant ce cours-là, en fait, aujourd'hui, c'est la validation de l'identification faite avec la méthode de la VAF, vous vous rappelez la Variance Accounted For. Du coup, qu'est-ce que c'est la VAF? C'est tout simplement un indice qu'on calcule en prenant la mesure Y, la mesure reproduite avec mon modèle, le modèle que j'ai identifié, que j'appelle Y chapeau, et Y bar est la moyenne de Y mesurée. Ok, on va voir comment on fait ça. C'est clair que quand vous avez eu cette formule-là, ça ne part pas beaucoup, mais du coup c'est important pour cette raison de l'essayer de le faire. Alors, prenons le texte de l'exercice. Alors, il y a un fichier, comme d'habitude, avec des entrées et des sorties enregistrées. Temps d'échantillonnage donné. Voilà. Prenez le temps de lire le sujet si besoin. Vous avez le PDF. Alors, la première chose qu'on me demande de faire, c'est de découper les signaux en deux tranches. Pourquoi on fera ça? En fait, c'est qu'on a dit en cours. On garde le dernier tiers des variables pour la validation. Du coup, le premier deux tiers seront utilisés pour identifier le système, pour trouver le modèle, et les derniers tiers sera utilisé pour valider le système, pour calculer la VAF. Du coup, on appelle la première partie U1, Y1 et la deuxième partie U2, Y2. Alors, voyons comment on fait ça à MATLAB, c'est assez simple. Alors, d'abord, vous pouvez faire un clear all, bien sûr. Après, on va charger les données. Vous avez aussi ces fichiers MATLAB sur votre page Moodle. Du coup, on calcule la longueur du premier vecteur, c'est le 2 tiers, vous voyez, 2 tiers. Et il y a un floor qui sert juste à arrondir le résultat. Les vecteurs MATLAB sont des vecteurs à un nombre entier d'entrées. Du coup, ça c'est la taille du vecteur U. Du coup, là, en principe, vous avez votre vecteur U. Vous pouvez voir la taille là aussi si vous voulez, mais sinon, tout simplement avec la commande size, vous en avez la taille. Du coup, vous avez 2000 lignes. C'est un vecteur comme ça.
Et du coup, si vous divisez par 3 et multipliez par 2 et faites la commande floor, vous avez la longueur de 2 tiers. Voilà. Du coup, Y1 par définition, comme donné sur le texte, c'est ça, et Y2, U2, c'est bien ça. Ok, ça c'était facile. On a juste découpé les deux vecteurs en deux parties. Revenons à l'exercice. Deuxième question, en utilisant les commandes IDData et OE, que en principe vous avez déjà regardé sur l'aide de MATLAB, vous pouvez identifier des modèles output error. Sans retard, on dit de mettre pas de retard. En fait, ça veut dire quoi? En fait, si vous regardez l'aide de OE, vous en avez la syntaxe. Alors là, il faut spécifier en fait, c'est ici, hein, juste au début. Z, c'est l'objet sorti de IDData, qu'on va voir aussi. Et là, vous avez en fait les tailles de numérateur, dénominateur et retard, si vous voulez, le nombre de retards. En fait, ça permet d'estimer un modèle de ce type-là, vous voyez, avec numérateur, dénominateur, du coup, en principe, NB est l'ordre de B, NF est l'ordre de F, ou le degré de F. Du coup, si vous voulez estimer un modèle d'ordre 3, 4, vous mettez 3 et 4 aux deux endroits, en principe. Si vous prenez des modèles strictement propres, normalement, le degré du numérateur ne peut pas être supérieur au degré du dénominateur. Du coup, s'il n'y a pas de raison particulière, normalement, on prendra ces deux valeurs-là pareilles. Vous êtes en train d'estimer une fonction de transfert à temps discret de ce type-là, qui multiplie UT avec un certain retard donné, NK. Du coup, là, si vous ne voulez pas mettre du retard, vous mettez NK égale à 0. Et ce sera ça qu'on fait la plupart des cas. Okay? IDData, par contre, elle fait quoi? Elle fait pas grand-chose. Elle prend juste entrée, sortie et temps d'échantillonnage et il crée un objet qu'il faut passer aux différentes fonctions d'identification. Du coup, la syntaxe, vous la trouvez ici. Voilà, Y, U, entrée et temps d'échantillonnage. Du coup, si on revient à notre problème, l'utilisation de IDData sur les données Y1 et U1, et celle-là, crée juste un objet. Et ensuite, pour utiliser la variable OE, l'utilisation sera celle-là. Du coup, vous avez D qui est la sortie de IDData, N, le degré choisi, on a dit on met pour les numérateurs et dénominateurs les mêmes, et 0 comme le nombre de retards qu'on a pris égal à 0. Par contre, là, vous voyez, on a mis en fait un cycle for ici. Pourquoi? En fait, on demande de trouver ces modèles et la VAF qui suit. En fait, on demande, si vous lisez, de calculer la VAF basée sur U2 et Y2, et aussi, en fait, de comparer avec la VAF calculée sur U1 et Y1. Lisez le texte, s'il vous plaît, je suis en train d'aller vite. Mais pourquoi on demande de faire ça? La VAF plus significative à calculer est celle-là sur U2 et Y2. Mais quand même, on peut calculer la VAF sur U1 et Y1 quand même. Et cette VAF-là, c'est moins significative parce qu'elle se base sur les mêmes données qu'on a utilisées pour trouver les modèles. Alors, qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande de calculer la VAF basée sur U2 et Y2 et basée sur U1 et Y1 pour n qui va de 1 à 15. Du coup, il faut forcément un cycle for, une boucle for. Et je vous invite en fait à la lire plutôt qu'à discuter. C'est celle-là. Du coup, ce qu'on fait, on a juste une prédéfinition ici pour déclarer la taille des vecteurs où on va stocker la VAF basée sur les deux tranches, du coup, basée sur la partie 1 et sur la partie 2. Celle qui est plus significative est celle-là, évidemment. Du coup, VAF OE 1 sur Y1 et U1, et celle-là pour la partie 2. La taille est Nmax. Nmax est juste le nombre max de N. Du coup, on a dit de 1 à 15 sera 15. Et là, vous avez votre cycle. Du coup, là, vous avez tout simplement calcul du modèle avec la fonction d'identification. On utilise la commande LSIM ensuite pour utiliser ces modèles et créer la variable Y de H, c'est-à-dire la variable
Y2, Y recréé à partir de U2 et du modèle. Et le calcul de la VAF sur ces variables-là est tout simplement la formule que vous avez là. 1 moins norme de Y moins Y recréé divisé par Y moins sa moyenne, et en MATLAB, ça revient à ça. 1 moins la norme de Y2 moins Y2H divisé par la norme de Y2 moins la moyenne mean de Y2. Et vous pouvez répéter tout ça pour recréer aussi le signal Y1H, c'est-à-dire le Y basé sur les mêmes données qu'on a utilisées pour estimer le système. Pourquoi on a utilisé Y1? C'est qu'on a mis dans ID data. On n'a pas mis tout Y ou tout U, on a mis que la première partie. Et là, la même formule pour calculer cette VAF. Et ensuite, figure et plot. Alors, on va le lancer et on va en discuter. Juste un peu de patience. Il y a probablement des questions. On demande en fait de tracer la VAF en fonction de n pour les deux jeux de données. Je pense que c'est tout. Ouais. Après, on a la possibilité de discuter. Alors, ça prend un peu de temps parce que il y a un cycle fort et ces variables et ces fonctions-là d'identification sont tout à fait des optimisations non convexes, comme on a dit, et ça prend un petit peu de temps. Mais c'est bon, c'est fait. Alors là, vous voyez le résultat. Du coup, ça, c'est la VAF. Vous vous rappelez, le plus proche de 1, le mieux, en fonction de n. Du coup, en fait, on voit qu'il y a... quel est c'est la question qu'on peut poser là. Quelle est la plus petite valeur la plus petite valeur de n qu'on prendrait si on voulait avoir un modèle suffisamment bon, mais pas trop grand, un degré, un ordre. Évidemment, c'est où on commence à voir un plateau sur la VAF. Et vous voyez, en fait, si vous utilisez le identification set, c'est-à-dire vous utilisez U1 et Y1 pour calculer la VAF, vous avez une valeur beaucoup plus élevée. Parce qu'en fait, c'est recalculer les modèles sur les mêmes données utilisées. Vous avez la même tendance, par contre, si vous utilisez le validation set, c'est-à-dire la deuxième partie du signal, par contre, avec des valeurs un peu moins élevées. Quand même 0,7, c'est bien. Du coup, en principe, le modèle que vous avez trouvé pour n égale à 5 est acceptable. Pourquoi il y a ça, cette petite décroissance là? Pourquoi c'est pas monotone? On ne sait pas. Disons, le résultat est clairement un résultat qui a une valeur numérique, un résultat d'une optimisation non convexe. Du coup, il peut s'avérer que pour certains cas particuliers, le résultat n'est pas aussi bon qu'on s'attendrait. Du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait une identification avec ces méthodes-là, il faut toujours les prendre avec une pince de sel et être critique. Bon, ça c'est qu'on a fait. Alors du coup, si on voulait se concentrer par exemple sur le modèle meilleur qu'on a obtenu, on pourrait prendre n égale à 5 par exemple, et relancer cette identification-là. Et on peut regarder en fait l'objet M, ce que c'est. L'objet M, en fait, c'est un modèle à temps discret que vous pouvez tranquillement convertir en fonction de transfert, si vous voulez, avec D to C, comme on a toujours fait. Et là, vous avez la fonction de transfert en S à la place. Hein. Si vous voulez, en fait, le faire mieux, il faudrait faire comme ça. TF, D to C, M. Et là, on a une fonction de transfert 2 degrés 6. Probablement il y a quelque chose de simplifiable, mais en tout cas c'est la fonction de transfert qu'on peut utiliser pour un modèle à temps continu. Voilà. Dernière partie de l'exercice, on demande de répéter la démarche en utilisant enforced au lieu de EE. Enforced, c'est une méthode par sous-espace. Du coup, l'algorithme qui est à l'intérieur de enforced est différent. Mais du point de vue pratique, vous pouvez regarder la solution, la corriger sur MATLAB. Vous avez exactement la même démarche, la même solution. C'est juste qu'il faut remplacer la commande OE avec la commande enforced. Voilà, voyons si MATLAB revient.
vous l'avez tout simplement à la fin du fichier M. Celle-là. Vous voyez, c'est le même, on a juste mis M for seed à la place de E. Et là aussi, vous avez un résultat qui est comparable en termes de tendance. Attention, on va juste tout relancer. Et voilà, on aura le résultat. Il faut un petit peu de patience, comme d'habitude. À vous rappeler, alors en fait, M4Seed, c'est une méthode par sous-espace, du coup, il ne se base pas sur une optimisation non convexe, il se base sur des calculs d'algèbre linéaire. Et en fait, je peux même vous dire que MATLAB, normalement, pour les autres méthodes, utilise M4Seed pour trouver le point initial avant de commencer l'optimisation. Si vous avez une optimisation non convexe, c'est important d'avoir un bon point initial pour commencer disons, la descente du gradient, et en fait les méthodes par sous-espace peuvent faire ça. Et voilà le résultat. En fait, vous avez une tendance qui est plus ou moins la même. Pour je ne sais pas quelle raison, apparemment M4C déjà, il vous donne déjà des modèles suffisamment bien à 4, ordre 4, et après vous avez la tendance, comme d'habitude, plus ou moins à se stabiliser au-delà de ordre 5. Si vous le comparez probablement avec Output Error, peut-être ils ont un peu plus de VAF sur ce point-là, et comme le truc est optimisé, là il n'y a pas d'optimisation. Mais en principe, les résultats sont comparables. Qui est mieux? Il n'y a pas un qui est mieux de l'autre. C'est toujours un peu du cas par cas. C'est clair qu'il y a il faut être critique avec les résultats, et normalement les méthodes d'optimisation sont plus adaptées pour les fonctions de transfert, disons une entrée, une sortie. Les méthodes par sous-espace sont plus adaptées pour les modèles avec plusieurs entrées, plusieurs sorties. Mais il n'y a pas de règle générale. Voilà, ça c'était la corrigée. Merci de votre écoute.